Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons dans l'entretien cet après-midi pour discuter de la diaspora en Algérie. La diaspora qui s'est distinguée notamment autour de l'élection, le processus du 12 décembre dernier, en se montrant extrêmement mobilisé contre ce vote que le peuple algérien, dans sa grande majorité, a rejeté. Pour en parler avec nous, aujourd'hui, Falid Yaker. Falid, bonjour. Bonjour. Falid Yaker, qui est président du Forum France-Algérie et membre du collectif 2.0. ZF 2.0. ZF 2.0, oui, bien sûr. Il s'agit de l'Algérie de ZF 2.0. La mobilisation a été importante et elle a un peu, on peut le dire, surpris les Algériens vu d'Algérie. Ils ne pensaient pas que la diaspora pouvait se déployer de cette manière et jusqu'à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vote, notamment en territoire français. Oui, ça nous a fait très plaisir de voir la réaction du peuple algérien. Nous, on a été habitués, puisqu'on s'est mobilisé depuis le 17 février. On a été les premiers, je dirais, à sortir en même temps que Kharata et Betna, etc. Dès qu'il y a eu l'annonce de la candidature de Bouteflika, il y a eu un événement Facebook qui a été créé, et il y avait le 17 février, qui était un dimanche, plus de 4000 personnes sur la place de la République. Donc la mobilisation, elle avait été énorme et immédiate. Et ensuite, sans discontinuer, il y a eu tous les dimanches, soit des marches, soit des sit-ins à République. Donc la mobilisation, elle est là. Elle est ancienne, elle est concomitante avec le Hirak. Alors, la mobilisation concomitante, on a toujours vu de loin le sentiment que c'est un condensé, ça se passe à Paris, place de la République, c'est cyclique, etc. Mais dans le cas de la semaine du vote, c'était un réseau national pour le territoire français qui s'est mobilisé. Oui. Ensuite, il faut savoir que derrière cette mobilisation République, il y a des collectifs, il y a une organisation. Et là, vraiment, il y a eu une volonté de marquer le coup pendant ces élections. Effectivement, il y a eu ensuite des appréciations divergentes sur est-ce qu'il faut bloquer, est-ce qu'il faut simplement se mobiliser devant les consulats. Ce qui l'a emporté, l'avis qui l'a emporté, c'est qu'il faut se mobiliser devant les consulats. Il n'y a pas eu d'action violente. Et certains voulaient même une action violente. Ça n'a pas été le cas. Par contre, on a réussi à faire des sit-ins devant la quasi-majorité des consulats, des bureaux de vote, et en même temps, il y a eu aussi, je vais dire, du name and shame, c'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a eu pour ceux qui ont voté une action un peu je dirais pas de l'intimidation, mais il y a un peu d'humiliation, il y a eu un peu des insultes, et c'est passé un peu sur les réseaux sociaux. Alors, quand on a dit Harki, etc. Bon, donc ça a un peu chauffé, je dirais, mais en gros il y a eu un respect des votants, il n'y a pas eu de violence, et on a réussi, je dirais, à faire aussi un décompte des votants. Ça a été important d'annoncer que le vote ne dépassait pas les 1%. Par jour, même en deçà de ça. Donc on a montré que sur les 5 jours, ça dépassait pas les 5%, peut-être 8%. Et on a vu aussi la sociologie du vote, c'est-à-dire que c'était vraiment des personnes âgées, qu'il y a eu aussi une tentative du pouvoir de contraindre un peu les gens à voter, c'est-à-dire une intimidation, des menaces vis-à-vis des personnes âgées en leur disant vous aurez pas les papiers, vous allez pas avoir... je vous arrête une seconde ici, Falid Yaker. Le pouvoir lequel? Le pouvoir à Paris, c'est non, Macron, les consulats, non, je parle les consulats, le pouvoir algérien qui est les consulats, c'est des parties du territoire national. Donc il y a un personnel aussi. Ils allaient, je vous donne un exemple là. Non, il y a au consulat d'Aubervilliers. Donc là où il y a à Bobigny, qui était le 93, il y avait des foyers Sonacotra en face du consulat, enfin du bureau de vote donc, et il paraît qu'il y avait des gens qui allaient régulièrement chercher les Chibani pour leur dire il faut venir voter, etc. Donc il y a eu cette, si vous voulez, une action forte des autorités pour inciter les gens à voter, y compris en agitant certaines menaces. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, j'ai pas de preuves directes, mais voilà, c'est ce qui ressort, et c'est pour ça que la sociologie du vote, encore une fois, c'était beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui ont voté. Alors, on était particulièrement impressionnés parce que c'est quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs jours. Est-ce que les collectifs se sont organisés de sorte à se relayer pour maintenir les piquets? Parce que ça ressemble quand même à un mouvement organisé. Il y avait un roulement avec des affectations par collectif, par nom. Il y a un travail fantastique qui a été abouti. Les gens abattus. Les gens ont pris des vacances pour être présents.
C'était vraiment, c'est une mobilisation, c'est du don de soi, c'est vraiment un sacrifice qui a été fait par les gens pour arriver à donner cette image de mobilisation et de rejet des élections. Voilà. Et la communauté a très bien perçu l'importance d'agir avant. L'avantage, c'est qu'on était avant le 12, et donc on savait qu'on allait envoyer un signal à toute l'Algérie de rejet des élections et que ça allait peser sur l'élection. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois, on avait l'impression de pouvoir peser sur ce qui se passait en Algérie. C'est pas tout à fait la première fois. Ça a pesé dans l'autre sens en 95. Hein. Non, oui, non, 95... la première fois par rapport au Hirak, pardon, pas par rapport aux élections, par rapport au Hirak. C'est-à-dire qu'on avait un impact direct, puisque c'était une élection nationale. C'est pour ça que je parle de surprise. Ouais. C'est parce que pour la première fois, les Algériens ont bien regardé ce qui se passait dans la diaspora. Mais quelque part parce qu'ils ont suivi, parce que c'était important pour eux aussi. C'est-à-dire que peut-être que quand on se mobilisait toutes les semaines, etc., ça passait un peu inaperçu. Là, ça faisait partie de l'enjeu national. Et oui. Donc, on a mieux regardé, puis on a fait en sorte aussi de relayer un maximum de vidéos pour que tout le monde sache ce qui se passe, quoi. Voilà. Alors, on restait quand même sur l'événement lui-même avant de parler un peu plus politique. Avec le service les services de sécurité français, on imagine qu'ils étaient mal à l'aise parce que à partir de quel moment ils vont considérer que c'est une obstruction pour empêcher des gens d'exprimer leur suffrage. Comment ça s'est négocié? C'était extraordinaire, c'est parce que je me souviens au consulat, pour aller voter, il fallait montrer sa carte d'électeur à un policier français. Et c'est le policier français ensuite qui escortait les votants au consulat algérien. Et on a des photos comme ça derrière avec un votant qui baissait la tête parce qu'il y avait tout le monde là qui le regardait, c'était la chouma, quoi. Et les gendarmeries nationales écrit au dos du policier français. Et donc ça ressemble à une interpellation un petit peu. Mais voilà, donc c'est-à-dire que ils étaient responsables de la sécurité, donc il y avait un cordon de sécurité français. Par exemple, au consulat, au niveau de Bobigny, ils ont mis simplement des barrières. Il y a des jours où il n'y avait même pas de policiers. Donc, on a eu notre propre service d'ordre aussi. Le Hirak avait son propre service d'ordre. Vous faisiez pas la même chose. Vous accompagnez pas les votants. Voilà, vous faisiez l'inverse. Mais en tout cas, on faisait ça en sorte qu'il n'y avait pas de grabuge. Est-ce qu'il y a eu des votants que vous avez réussi à dissuader par le débat politique, par la discussion politique? Chaque fois qu'on voyait à Bobigny, par exemple, ils voyaient quelqu'un aller voter, il y avait une discussion. Moi, par exemple, j'étais pas de Bobigny, ils m'ont pris pour un votant. Donc ils ont commencé à gueuler, etc. J'ai fait semblant d'aller voter, puis après je suis revenu pour dire Tahia al-Jazair, etc. Donc tout le monde a applaudi, etc. Bon, c'était pour rigoler. Donc toi, c'était facile à retourner. On parle des autres cas. Mais en tout cas, voilà, il y avait s'il y avait des gens qui allaient voter, ils commençaient à discuter pourquoi vous votez, etc. Et dans la plupart des cas, on acceptait, on a laissé les gens aller voter. Ensuite, il y a eu quelquefois des échauffourées. Ça a pu déraper quand on a créé. Les échauffourées, c'est entre qui et qui? Entre les hirakistes et les votants quand ils les ont traités de harki. Là, ça a chauffé un moment. Il y a même eu des tentatives, enfin des menaces de représailles de certains des familles de ces gens-là. Donc il y a un moment où ça a chauffé un peu. On a même pensé à appeler les services d'ordre. Mais voilà, ça c'était vraiment des incidents limités. En gros, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème avec. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur la composition de ces collectifs, de ce réseau d'organisations qu'on appelle les Hirakis, qui font tous les dimanches Place République, c'est la partie la plus visible du mouvement. C'est composé de quoi? C'est composé d'anciennes organisations qui militent en France, ou c'est composé de nouveaux entrants qui ont émergé depuis le 22 février? Est-ce que c'est diversifié idéologiquement? C'est un mix, c'est complètement hybride. Donc il y a d'anciennes organisations comme l'AGDA, qui est une association Agir pour le changement et la démocratie en Algérie qui existe depuis 2011, qui est présente. Vous avez aussi des organisations... Printemps arabe. Printemps arabe, voilà, 2011. Des organisations qui sont proches de partis, par exemple du FFS. Vous avez quelques associations qui sont proches, y compris le FFS Nord, qui est présent lui-même, si vous voulez. Et puis il y a les collectifs citoyens qui se sont créés après le 22 février. Donc qui ont émergé comme ça, des nouveaux militants, des jeunes qui sont impliqués. Voilà, donc ça fait tout un mix. Mais donc c'est pas facile parfois parce que. En République, comment ça se régule tout ça pour la prise de parole? Au départ, on est parti sur une scène unique. Et puis ça a causé quelques problèmes. Ensuite, on est parti sur des agoras diversifiés
Donc il y a des prises de parole différentes à divers endroits de République. Et puis quand il faut faire des marches, on se met ensemble parce que quand on fait une marche, il faut vraiment que ça soit unitaire. Il peut pas y avoir deux marches, etc. Il y a eu une fois où il y a eu justement à cause peut-être des rivalités FFS-RCD, etc. Ah bon, ça existe toujours là-bas? Ici, ils travaillent ensemble. Maintenant, depuis le PAD, etc. Et encore, c'était des fractions du FFS avant c'était une tendance FFS, etc. Oui. Maintenant, apparemment, ça va mieux. Mais effectivement, au début, il y avait les inimitiés, les rivalités ont perduré, et elles ont impacté l'unité du mouvement. Alors ça, c'est on va dire dans un camp idéologique, mais entre les camps idéologiques. Après, vous avez aussi Rachad. Voilà. Rachad est venu prendre la parole. Oui, ensuite, le Rachad est venu très rapidement. Je crois au début, en février, début mars, etc. Il est venu, il y a eu 3000 personnes pour l'attendre à la gare. C'était l'arrivée du Zetot. Voilà, Zetot, exactement. Ensuite, il est venu, il est intervenu. Et ça, c'était avec le mouvement Rachad. D'accord. Donc, il y a aussi la tendance, puisqu'on est dans les partis, vous avez la tendance islamo-conservatrice qui est présente en force. Vous avez les haragas aussi. Il y a tous les haragas de Barbès, etc. Ils viennent, ils sont très présents. Donc il y a la composante populaire qui est là, ça relaie les slogans. Drbouka et consorts. Donc ça met aussi une certaine ambiance. Donc voilà, c'est un mix, c'est un patchwork. Et donc ça crée parfois des tensions. Mais quand il faut s'unir, soit pour les marches, soit pour les élections, ça a fonctionné. Tout le monde a mis de côté un petit peu ses appartenances idéologiques pour réussir l'action. Alors les débats qui vous ont, parce que le Hirak depuis le 22 février a évolué, il y a eu des enjeux différents. Est-ce que vous êtes interpellé de la même façon qu'en Algérie? Par exemple, lorsque Ben Salah a appelé au dialogue, il y a eu le panel. En Algérie, à Alger, les mots d'ordre ont changé. On a parlé du panel de Karim Younes, et puis il y a Karim Younes. Il y a des moments comme ça dans l'évolution. Est-ce que vous vous inspirez de ce qui se passe en Algérie, ou alors vous avez votre propre agenda, votre propre logique en fonction d'autres paramètres? Non, je crois qu'on est complètement en phase avec ce qui se passe. Maintenant, d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, c'est impressionnant puisque ça se passe en temps réel. Donc, on est informé en temps réel et on informe en temps réel. Sur l'histoire du panel, il y a eu aussi un peu le même souci, c'est qu'ils ont essayé de débaucher quelques personnalités de la diaspora. On a vu un petit peu des personnes être un peu essayer de s'impliquer, tenter exactement d'aller dans le panel. Et là, mais c'est pas allé très loin. Ça a un petit peu avorté dans la diaspora. Il n'y a pas eu, je pense, de représentant majeur de la diaspora qui a rejoint le panel. Alors, l'autre question inévitable, évidemment, je voudrais. Dans la durée, ce mouvement, est-ce qu'il peut évoluer vers quelque chose de plus durable, institutionnalisé, je sais pas, avec parti politique, ça va se recomposer, c'est clair, dans les prochains mois et années. Mais est-ce qu'il peut y avoir une grande organisation de la diaspora sur une thématique ou deux qui peut se mettre en place, cet ensemble de collectifs? Moi, je pense pas. Bon, il y a eu récemment une création d'une organisation qui s'appelle l'ADA, l'Association des démocrates de la diaspora algérienne, qui est une organisation qui a beaucoup d'ambition de fédérer la diaspora. Mais je pense pas qu'elle réussira à fédérer l'ensemble des groupes, parce qu'il y a justement cette question idéologique, et puis il y a la question des personnes. Vous avez c'est difficile. Il faut pas nier. Enfin, faut reconnaître aussi le travail qui est fait à Montréal, travail qui est fait aux États-Unis, en Belgique, dans les régions, en province, en France. Donc il y a tout un ensemble de groupes qui s'activent. Je pense plus à des fédérations, à des regroupements, que avoir une organisation unique. C'est pas dans notre nature, nous, de nous regrouper facilement. Et en plus, il y a des difficultés, comme je disais, des blocages peut-être idéologiques et autres qui jouent. Alors, du côté du pouvoir, j'ai entendu quelqu'un qui, dans une discussion, disait que finalement le pouvoir a fait une erreur de démanteler l'amicale des Algériens en Europe. Qui sont les relais du système en Europe? Alors, moi, j'ai toujours en tête cette image de la contre-manifestation qu'ils ont essayé de faire pour Bouteflika à République, où c'était pathétique. Il y a eu 10 personnes. C'est-à-dire que la semaine d'avant, puisque c'était le 17, ça devait être autour du 22 février, c'est ça, ou un peu plus tard, ou une semaine plus tard, ils ont essayé de faire une manifestation pour le pouvoir, il y avait personne. Et on a vu même les gens de l'amicale rejoindre le Hirak, on les voit là, les dimanches, etc. Donc il y a vraiment, c'est la désaffection totale.
Ça ne veut pas dire que maintenant, avec ce qui se passe, il n'y a pas des gens qui soient pas tentés de raccrocher, enfin de se remettre en mouvement avec le pouvoir. Hein. Nécessairement, il y aura quelques personnes qui vont rejoindre. Mais je pense que la diaspora est assez immunisée contre Alors la question, les manœuvres du système. Immunisée, comment ça se fait? Parce que le système avait toujours réussi. Enfin, nous d'Algérie, on dit, c'est peut-être un cliché, mais on a un peu le sentiment que la diaspora algérienne, dans la durée, culpabilise un petit peu de ne pas être en Algérie, etc. Et pas pour sa majorité, mais pour une partie d'entre elles, a tendance à voter loyaliste, stabiliser le pouvoir en Algérie pour avoir une terre d'accueil. Aujourd'hui, la demande démocratique, un état de droit en Algérie, c'est devenu une demande premium chez la diaspora. Il ne faut pas oublier le changement de la Constitution et les articles anti-diaspora qui ont été insérés dans la Constitution. Et ça a joué beaucoup pour remonter la diaspora contre le pouvoir. Il y a des candidats présidentiels qui l'ont déploré. Je pense qu'ils l'ont tous déploré, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais ça, justement. Et donc ça, je veux dire, crée une brèche déjà avec le pouvoir, en tout cas avec le clan Bouteflika, d'une part. Et puis, il y a la sociologie, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire les personnes plus âgées, effectivement plus loyalistes, ne se posent pas trop de questions. Mais toute cette génération qui arrive de jeunes, ils sont dans le mouvement, dans l'état de droit, dans l'aspiration démocratique, etc. Et on les voit. Ce qu'il faut reprocher, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on n'a pas réussi à raccrocher les beurs. Il y a toute une partie des Franco-Algériens, les jeunes notamment, qu'on n'a pas réussi à impliquer dans le combat. Ils n'ont pas de relation suivie avec l'Algérie. Absolument. C'est pas leur cause. Les Harragas, on peut comprendre. Les Harragas vont vouloir à Ouyahia, Bouteflika et Toufik, consorts, etc., d'avoir été les coupables de leur départ d'Algérie. On peut le comprendre. Et donc, ils peuvent avoir de la rancœur. Mais les beurs qui sont nés là-bas de deuxième génération, c'est pas... Oui, mais ils ont un lien, ils l'affirment. Quand il y a des matchs, ils sortent avec le drapeau algérien. C'est peut-être plus pour embêter le pouvoir français. Voilà, mais en tout cas, vous les entendez, ils disent l'Algérie, c'est mon pays de cœur, etc. Bon, je pense qu'ils auraient pu, à certains moments, exprimer on aurait pu les impliquer. Je pense qu'on a pêché un peu on n'a pas su s'y prendre tout à fait. Il y aurait eu quelque chose à faire, là, de ce point de vue-là. Alors, on a parlé des points de clivage au sein de cette formidable mobilisation de la diaspora hirakiste pour le changement démocratique en Algérie. Est-ce que parmi les points de clivage, il y a aussi un point de clivage sur ce que vous demandez à l'État français, parce que dans cette mobilisation, il y a une partie de franco-algériens. Est-ce que c'est un point de clivage? Est-ce qu'on demande à l'État français de rester neutre, ou est-ce qu'on lui demande d'être du côté du peuple algérien dans sa lutte pour le changement? Oui, ça c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait une ligne de fracture sur cette question des demandes qui sont faites au pouvoir français ou aux pays européens ou à l'ONU en général. Et là, il y a une partie des hirakistes qui était pour non-ingérence, c'est-à-dire qui était un peu sur le même mode qu'en Algérie, c'est-à-dire qu'on règle nos problèmes entre nous, et puis d'abord ça va se retourner contre nous parce que le pouvoir va utiliser ça. Donc, par exemple, l'histoire de Bruxelles, la résolution, du Parlement européen, oui. Du Parlement européen. Donc là, nous, on a été très heureux, on s'est félicité de cette résolution. Mais effectivement, on a vu les retombées négatives. Nous, c'est 2.0. Hein. Non, je veux dire les internationalistes, parce que je me mets dans le camp ce qu'on appelle les internationalistes. Parce que très rapidement, on a donné un nom à ces gens-là. L'ACDA notamment, qui a organisé un meeting de solidarité avec les détenus, avec l'Algérie, en invitant les partis français, en invitant des parlementaires, en invitant des personnalités, pour exprimer la solidarité vis-à-vis du peuple algérien. Donc nous, ça nous semblait logique. Ça s'inscrit dans un combat international et on fait appel à nos partenaires, à nos amis, pour être solidaires du combat du peuple algérien. Mais tous ceux qui ont grandi un peu en Algérie ont grandi avec cet esprit-là que c'est pas quelque chose à faire, que ça peut se retourner contre nous et qu'il s'agit d'ingérence. Donc des collectifs comme le mien, ZF 2.0, a été partagé entre ceux qui avaient une vision internationaliste et des plus jeunes qui ont grandi ici, qui étaient un peu moins enclins à accepter ce mode d'action. Alors internationaliste, ça veut dire effectivement appeler à la solidarité, mais ça peut vouloir dire aussi mobiliser l'ONU. Ça peut vouloir dire commencer à faire des actions pour recouvrer les biens mal acquis, faire récupérer l'argent volé, etc. La diaspora a un rôle particulier. Le premier point, c'est quand même celui des droits de l'homme et de la libération des détenus.
c'est la priorité, effectivement. Mais disons, puisqu'on se situe à l'étranger, on a une valeur ajoutée par rapport dans le Hirak, qui est de pouvoir intervenir sur ces aspects-là, y compris d'interpeller l'ONU, y compris essayer et il y en a qui le font, de récupérer les biens mal acquis en Suisse et autre part. Voilà. Mais ça va pas de soi, et en tout cas par rapport à la solidarité, à l'appel et vis-à-vis du pouvoir français. Alors le pouvoir français, c'est un peu plus compliqué parce que eux-mêmes sont dans une situation ambiguë. Et là, il y a toute la discussion. Est-ce qu'ils sont vraiment alliés ou pas du pouvoir? Là, on essaye effectivement de les retourner pour faire en sorte qu'au minimum, ils aient une attitude neutre. Mais alors, votre voilà. opinion là-dessus, est-ce que l'administration Macron a une attitude neutre, ou est-ce que parce qu'on se dispute son soutien, on sent qu'Alger a bien envie dans la carotte, elle a bien envie d'un soutien, enfin, elle raffolerait d'un soutien de franc de Paris. Alors, il y a une opinion là partagée que la France est l'allié du pouvoir, la France officielle, le gouvernement. Pas de la France on a officielle. vu toutes les pancartes contre Macron, etc. Ensuite, on a vu qu'effectivement Macron, au départ, il avait pris en quelque sorte position pour Bouteflika, pour les propositions qui avaient été faites, notamment en saluant les efforts de Bouteflika, etc. Ensuite, ils ont été étonnés par l'ampleur du mouvement, sa longévité, son pacifisme, etc. Et donc, je pense que là, on a vu la position française évoluer. Et donc, elle devient actuellement plus neutre. Et on l'a vu avec l'élection de Tebboune. Ils ont tardé à le féliciter, il a simplement noté, etc. Donc, mon avis à moi, c'est qu'ils sont effectivement partagés. Ils veulent pas s'ingérer parce que quand on prend position, comme disait je sais pas qui, c'est toujours pour prendre des coups sur l'Algérie, donc il vaut mieux ne rien dire. Mais je pense qu'ils agissent quand même en sous-main pour faire en sorte que maintenir des canaux de discussion avec le pouvoir algérien, parce qu'à un moment on disait que les canaux étaient rompus. Donc là, je pense que c'est important, et du côté algérien, je pense qu'ils cherchent aussi à rétablir des canaux de discussion. Mais je pense qu'ils peuvent pas faire l'impasse sur la force du Hirak, et c'est aussi, je veux dire, d'un point de vue stratégique, logique, parce que on peut quand même miser aussi sur une victoire du camp démocratique à terme. Alors ça, c'est la bataille officielle, enfin de la position de l'Élysée, de Matignon et du Quai d'Orsay, mais l'opinion française et européenne en général. Mais on va rester plutôt pour finir sur la France. Est-ce que les médias français ont fait suffisamment le job pour qu'on ait une idée assez précise de ce qui se passe en Algérie? Moi, je pense qu'ils ont été très mobilisés au départ, quand il y a eu le 5e mandat, donc l'éviction de Bouteflika, etc. Puis après, il y a eu calme plat. Et là, les gens ont dit, voilà, il y a un blackout des médias, etc. Et puis on les a vus revenir là récemment, en force, je dirais, parce qu'il y a eu plein d'articles. À cause de l'élection. À cause de l'élection. Donc en fait, c'est pas je pense pas qu'il y ait eu un blackout voulu, volontaire. Je pense que c'est simplement l'actualité. Ils arbitrent entre des sujets différents. Mais l'Algérie, ça reste un sujet important. Et je pense qu'ils l'ont plutôt bien couvert au vu des articles qui sont parus, des émissions, etc. Je pense qu'ils font bien leur travail de ce point de vue-là. Farid Diakler, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et informés sur ce qui se passait dans la diaspora. Merci. Merci pour votre invitation. Toujours un plaisir de venir à Radio M Sahid. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.